On y va? Bonjour à tous, il est 19h. Donc il y a quelques absents, je vous propose de commencer. Donc mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs l'Antiois qui nous suivez à distance, bonjour à tous, bonsoir à tous. Je voulais profiter de ce premier conseil municipal pour vous adresser à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2021. Mes voeux de santé, surtout de la santé, de bonheur, d'espérance, pour que nous puissions très rapidement retrouver des conditions normales de rencontre, d'élaboration du conseil municipal, de pouvoir faire des échanges avec les différents élus, qu'ils soient minoritaires ou majoritaires, avec les différentes instances, le conseil des sages, le conseil des enfants, le conseil des jeunes, et puis les réunions de quartier. On en a vraiment besoin. Donc, nous allons procéder au préalable à l'élection de la secrétaire de séance. Comme d'habitude, je vous propose la candidature de Madame Goudard comme secrétaire de séance. Y a-t-il des contre? Non? Y a-t-il des abstentions? Donc, Madame Goudard, vous avez été élue à l'unanimité secrétaire de séance et nous allons commencer par l'appel des différents conseillers. Merci. Alors, Virginie Babic, Jean-Louis Bancel, Martine Buis, Mélodie Burkhardt, Lucas Comte, Gérard Caprini, Virginie Chavreau, Hervé Chavot, Robert Dessaignet, Martine Dimino, Frédéric Faure, Yann Frachis, Alexandra Goudard présente, Philippe Grimonet, Sylvie Accard, Jean Klein, Delphine Lehu. Thierry Magnoli sera représenté par Philippe Grimonet. Julie Médina, Lise Monnier, Hélène Nogue-Brunet, Nicole Papot, Christian Parizeau, Éric Polny, Christian Ponsonaille, Magali Rogel, Nathalie Sorin, Richard Surlop et enfin François Toula. Très bien, je vous remercie. Un représenté et 28 présents. Donc, le quorum étant atteint, je prononce l'ouverture du conseil municipal. Comme il est d'usage, en fait, je voudrais commencer ce conseil municipal par une minute de silence et rendre hommage à Monsieur Grimonet, qui est décédé au mois de décembre, au début du mois de décembre. Très rapidement, Monsieur Grimonet a été élu en 1977 aux côtés du maire Gabriel Bringuier. Il a été à ses côtés, en fait, il a été élu pendant 3 mandats, dont 2 mandats comme premier adjoint. Il a poursuivi par un 4e mandat auprès de M. Laurence, maire de 2001 à 2008. Rapidement, nous devons beaucoup, la commune doit beaucoup à M. Grimonet, puisque durant ses différents mandats, il a contribué à l'installation, l'implantation de la mairie actuelle, de l'école, avec son développement constant depuis les années 80. Il a contribué aussi à la construction et à l'implantation du centre d'animation, au gymnase Daniel Robillard et des premiers logements locatifs aidés. Au-delà de ses fonctions d'urbanisme et de construction, il a aussi contribué à la création et au développement de l'amicale laïque, aujourd'hui si précieuse. Il a aussi contribué en 1978, donc c'était il y a quand même un certain nombre d'années, à la création de l'association du restaurant scolaire des enfants, dont il présida pendant de nombreuses années cette association. Voilà, donc si vous me le permettez, je vous propose de vous lever pour une minute de silence.
Je vous propose donc de... Alors, concernant ce conseil municipal, donc nous n'avons pas nous n'avons pas diffusé le procès-verbal du dernier conseil municipal du 2 décembre. Je vous propose de le reporter en fait au prochain conseil du 2 février. Donc, nous allons passer donc au premier point à l'ordre du jour. Ce premier point concernant l'acompte sur des subventions, en commençant par celle des petits lutins. Et donc, je vais laisser Monsieur Desaigniers présenter ce point qui sera éventuellement complété par Madame Goudard. Monsieur Desaigniers. Bonsoir à tous. Alors, comme vous le savez, les petits lutins gèrent la maison de la petite enfance. Et pour son fonctionnement, un personnel qualifié est employé par cette structure. Donc, il y a une dépense salariale importante dès le début de l'année. Alors, à plusieurs reprises, le conseil municipal a déjà opéré ce type d'avance, notamment en 2020. Il y a eu 2 acomptes, un en janvier, 60 000 €, et puis 40 000 € en mars. Et le solde a été versé le 10 juin, de 55 000 €. Donc, comme je viens de le préciser, compte tenu des dépenses honorées avant le versement de la subvention annuelle, qui sera votée avec le budget fin du mois de mars, il vous est proposé, aux conseillers, donc, de décider d'attribuer un acompte sur la subvention 2021 qui correspond à environ 40% du montant attribué en 2020, ce qui représente 62 000 €. Bien sûr, cette avance sera déduite sur la subvention attribuée, qui sera votée en mars. Voilà pour les petits lutins. Est-ce que vous avez des questions? Alors, y a-t-il des questions? Non, des compléments à apporter, Madame Goudard? Non, c'est très clair. Effectivement, c'est une pratique qu'on fait depuis plusieurs années. Et pour effectivement que l'association puisse continuer à accueillir les enfants, eh bien, elle a des frais de fonctionnement tous les mois. Donc, cet acompte est absolument indispensable pour qu'il puisse continuer à fonctionner normalement. S'il n'y a pas de questions, je vous propose donc de procéder au vote. Donc, il est proposé aux conseillers de décider d'attribuer cet acompte sur la subvention 2021 qui correspond, comme indiqué, à 40% du montant attribué, soit 62 000 €. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Donc, les petits lutins pourront bénéficier de cet acompte très rapidement. Nous allons donc continuer sur le deuxième acompte concernant les subventions pour l'association Polygone. Monsieur Desaigniers. Voilà, alors, le 1.2. Donc, de la même façon, l'association Polygone sollicite une avance sur la subvention qui lui sera versée. Donc, vous savez qu'elle gère le centre de loisirs, je pense que vous êtes au courant, et le secteur jeune. Donc, avance sur la subvention 2021 pour avoir une vision plus sereine en début d'année. Donc, de la même façon, en 2020, on avait déjà procédé à l'opération. On avait versé 2 acomptes aussi, 20 000 € en janvier et 20 000 € en mars, avec le solde qui a été versé en juin. Donc, de la même manière, on vous sollicite pour la décision d'attribution d'un acompte d'un montant de 20 000 € qui correspond aussi à 40% du montant alloué en 2020. C'est la même proportion. Voilà. Donc, ça représente 20 000 € qui sera aussi déduite, bien entendu, de la subvention attribuée. Y a-t-il là aussi des questions? Oui, Madame Dimino. Donc, je ne participe pas au vote parce que je suis la trésorière de l'association. Merci. Donc, Madame Dimino ne participera pas au vote. D'autres questions ou compléments à apporter? Non, donc je vous propose de procéder au vote. Donc, il est proposé aux conseillers de décider d'attribuer un acompte sur la subvention 2021 du montant de 20 000 € correspondant à 40% du montant alloué en 2020. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Eh bien, donc, cet acompte, est accepté à l'unanimité. Merci à tous. Je vous propose maintenant de passer au point 2 de l'ordre du jour, qui est donc le sujet concernant le transfert à la communauté de communes de la taxe d'aménagement. Et pour cela, Madame Chavreau va vous présenter le sujet. Bonsoir à tous et à toutes. La taxe d'aménagement est une taxe qui est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments.
Aujourd'hui, cette taxe communale est perçue par la commune de Lanty à un taux de 4% pour tous ces travaux. Il se trouve que sur la commune de Lanty, il y a deux zones d'activité économique au niveau de Cruseul et la zone d'activité du Charpenais. Et la communauté de communes du Pays de l'Arbrel a la compétence d'aménagement de ces zones d'activité économique. Et au titre de cette compétence, elle prend en charge l'ensemble des aménagements. Et donc, quand je dis elle prend en charge, elle finance concrètement l'ensemble des dépenses des équipements publics et notamment des voiries pour ces zones d'activité. Dans ce cadre-là, les élus de la communauté de communes du Pays de l'Arbrel ont échangé et ont élaboré un accord au niveau des commissions finances notamment et du bureau dans le cadre de l'ancienne mandature pour aboutir à une délibération du conseil communautaire en date du septembre 2019 qui a acté deux principes. Le principe que les communes disposant de zones d'activité économique devaient reverser 75% des produits de la taxe d'aménagement qu'elles percevaient pour l'ensemble des aménagements d'urbanisme réalisés par les acteurs économiques sur ces zones d'activité, puisque en pratique, c'est bien la communauté de communes qui prend en charge les dépenses d'aménagement et d'équipement de la zone d'activité. Donc concrètement, quand une nouvelle entreprise s'installe dans une zone d'activité économique ou qu'une entreprise s'agrandit avec la création de nouveaux mètres carrés, il y a nécessairement des aménagements de voirie pris en charge par la communauté de communes et de toute façon des dépenses d'entretien récurrentes qui sont à la charge de la CCPA. Donc le conseil communautaire a d'abord acté le principe que les communes percevant cette taxe d'aménagement par les acteurs économiques au niveau des zones d'activité économique, cette taxe d'aménagement serait reversée à la communauté de communes à hauteur de 75%, puisque si la commune garde ce produit fiscal alors qu'elle n'a pas les dépenses correspondantes en face, juridiquement, on peut considérer qu'il s'agit d'un enrichissement sans cause. Donc ça, c'était le premier accord décidé au niveau des élus de la communauté de communes. Et le deuxième principe qui a fait l'objet d'un consensus, c'est d'harmoniser le taux communal de cette taxe d'aménagement sur l'ensemble des communes concernées par des zones d'activité, comme l'est Lantilly, pour augmenter ce taux de taxe d'aménagement uniquement sur les zones d'activité économique à 5%, pour avoir un taux donc harmonisé et unique sur l'ensemble des zones d'activité économique de la CCPA. À Lantilly, ce taux était de 4%, donc ça signifie que nous vous proposons ce soir d'augmenter ce taux d'un point pour qu'il atteigne 5%. Pour précision, donc je vous le disais, ce sujet a fait l'objet de discussions sous l'ancienne mandature avec les élus de la communauté de communes avant les élections de 2020. L'ensemble des communes ont délibéré en ce sens pour mettre en œuvre donc l'accord qui avait été décidé au niveau communautaire. La commune de Lanty est la dernière commune à acter ce principe, si ce soir le conseil municipal l'entérine. Nous sommes un peu en retard sur ce sujet-là. Donc ce soir, l'idée c'est de proposer au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention avec la CCPA qui permettra de reverser 75% du produit de la taxe d'aménagement que va percevoir chaque année, ou pas d'ailleurs. Il faut qu'il y ait aussi des projets d'entreprise d'agrandissement ou d'implantation pour qu'il y ait des nouveaux projets et donc de la perception de ce produit fiscal au niveau de la taxe d'aménagement par la commune. Donc une fois cette convention signée, il y aura chaque année un bilan fait du produit fiscal perçu par la commune pour les aménagements des acteurs économiques sur les zones d'activité économique et donc le principe du reversement à la CCPA à hauteur de 75%. En revanche, comme nous sommes un petit peu en retard au niveau du calendrier qui aurait dû être réalisé, l'application de l'augmentation de la taxe d'aménagement uniquement, encore une fois, pour les zones d'activité économique à 5%, cette décision ne pourra en fait entrer en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2022, puisque la loi prévoit que le taux doit être voté avant le 30 novembre de l'année N pour qu'il soit applicable l'année suivante. Donc cette décision entrera en vigueur de manière un petit peu différée. Concrètement, simplement pour que vous puissiez avoir une idée de l'impact financier pour les acteurs économiques, sachant que sur 2020, nous avons regardé avec les services financiers et après, il n'y a eu
quasiment pas eu de produit fiscal lié à la taxe d'aménagement pour les zones d'activité économique pour cette part communale. Aujourd'hui, les 2 zones d'activité, notamment celle du Charpenais, sont complètement construites ou quasiment. Donc il y a peu de projets d'extension et encore moins d'implantation. Il y a un système de calcul au mètre carré d'aménagement ou de création de locaux à vocation économique avec un système de valeur annuelle forfaitaire, c'est-à-dire, je prends un exemple très concret, pour la création ou l'aménagement de 100 mètres carrés de locaux à usage économique, il y a une valeur forfaitaire de 759 € par mètre carré. Donc si on fait le calcul pour une taxe d'aménagement de 5%, cela signifierait une taxe pour 100 mètres carrés aménagés ou construits de 3 795 € pour le requérant, avec un abattement de 50%, puisque les locaux à usage industriel ou artisanal et ses annexes bénéficient de cet aménagement de 50%. Donc concrètement, la hausse d'un point de cette taxe d'aménagement pour 100 mètres carrés correspondrait à environ une augmentation de 379 € pour le requérant, payable une seule fois, bien sûr, puisque c'est lié à la réalisation des travaux. Voilà, donc en synthèse, le sujet ce soir, c'est bien de décider 2 choses. D'une part, de reverser 75% des produits touchés par la commune pour la taxe d'aménagement sur les zones d'activité économique et d'augmenter, de passer de 4% à 5% la taxe d'aménagement, toujours pour les zones d'activité économique, décision qui rentrerait en vigueur à partir du 1er janvier. Je précise également que pour la convention de reversement, il faudra annexer à la convention signée avec la CCPA le plan de zonage du PLU qui prévoit les zones d'activité économique. À ce jour, je vous le disais, il y en avait 2, celle du Charpenais, bien sûr, et de Creusol. Puisque nous sommes en cours de révision du PLU, si ces zones devaient changer dans leur périmètre ou une création éventuellement, une extension de ces zones-là, il faudra donc mettre à jour la convention avec le futur plan de zonage. Si nécessaire, je suis à l'écoute de vos questions. Merci pour ce point très complet. Y a-t-il des questions ou des observations? Madame Papot, nous écoutons. Oui, donc j'ai interrogé la DDT qui m'a fait une réponse. Je veux simplement, il n'y a pas de problème en ce qui concerne les taux, puisque c'est totalement libre. La seule chose qu'ils demandent, c'est qu'on peut donc bien voter des taux différents par secteur, mais pas par type de bénéficiaire, bien sûr. Mais ils indiquent qu'il faudrait joindre un plan délimitant précisément les secteurs et les parcelles concernées à la délibération. Est-ce que vous pensez que du fait qu'on n'ait pas le plan, la délibération peut être mise en cause? Alors, je crois que c'est ce que vient de vous expliquer Madame Chavreau, mais qu'elle peut réexpliquer, c'est-à-dire elle a bien indiqué quelles étaient les zones du PLU qui étaient concernées. Donc en effet, ça sera joint à la délibération. Je laisse compléter éventuellement, mais c'est, je crois, ce qui vient d'être expliqué. Oui, tout à fait. J'ai compris. Dire autrement, c'est-à-dire qu'on est forcément lié au plan de zonage du PLU en vigueur. Le plan de zonage du PLU en vigueur détermine 2 zones d'activité économique que sont Creusol et le Charpenais, avec une délimitation géographique extrêmement précise. Donc c'est bien ce plan de zonage qui sera annexé à la convention qui nous liera à la CCPA pour organiser ce reversement. Je précise aussi, et ça me donne l'occasion d'apporter ce complément, c'est qu'il y a une vingtaine de zones d'activité économique aujourd'hui sur le périmètre de la CCPA. Donc à l'Antille, il n'y en a que 2. Mais bien, on est bien la dernière commune à régulariser cette situation, puisque toutes les autres communes concernées ont acté ces 2 principes, d'une part de reversement et d'autre part d'harmonisation du taux à 5%. D'autres observations ou questions? Non. Donc nous vous proposons en fait de voter, enfin vous nous direz si vous souhaitez faire autrement, mais donc de voter les 4 points découlant de cet exposé. Donc le premier point concernant l'acceptation de reverser 75% de la part communale de la taxe d'aménagement à la communauté de communes. Les 3 points suivants étant liés, puisqu'ils concernent pour la première partie de fixer ce taux de taxe d'aménagement pour les zones d'activité économique
à 5%, donc pour ces zones d'activité, dans les zones identifiées dans le plan de zonage du PLU qui sera jointe à la délibération, pour répondre à votre question, Madame Papeau. De préciser que le taux des particuliers reste à 4%, ça c'est important, puisqu'on le dit, en fait, c'est seules les zones d'activité économique de zones indiquées dans la délibération, et donc d'autoriser Madame le maire à signer la convention ci-jointe. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Eh bien, donc, cette délibération, composée des 4 points, est adoptée à l'unanimité. Merci. Nous allons donc passer au point 3, concernant la convention avec la communauté de communes pour la distribution des calendriers de collecte. Calendriers de collecte qui sont très appréciés des Lentillois. Et je vais laisser M. Desaigné exposer ce point. Oui, alors chaque année, la CCPA édite les calendriers de collecte des déchets. Par contre, la distribution est effectuée par les services des communes. Donc en compensation, la CCPA attribue un montant. Donc le montant pour l'Antilly, il s'élève à 744 €, c'est-à-dire qu'il y a 0,24 € par calendrier. Donc j'en déduis qu'il y a 3100 calendriers qui sont affectés à l'Antilly. Voilà, donc on vous demande de bien vouloir approuver la convention qui nous attribue cette recette. Et autoriser Madame le maire à la signer, bien entendu. Y a-t-il des questions ou des observations sur ce point qui concerne la recette pour la distribution des calendriers? Non? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, cette décision est adoptée à l'unanimité. Merci à tous. Le point suivant concerne le point concernant le tènement 1 rue du Joly et donc un avenant à la convention. Donc je vais présenter ce point. Donc au préalable, en introduction, je voulais rappeler pour que ce soit bien clair pour l'ensemble des élus et puis aussi pour les Lentillois et les Lentilloises. Donc ce projet qui est situé à rue du Joly, c'est le projet qui est près de la place Grande-Croix, pour que tout le monde situe ce projet. Donc en tant qu'élu minoritaire et pendant la campagne électorale, nous avions bien indiqué que nous n'étions pas favorables à ce projet pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y avait un nombre important de logements, parce que la hauteur du projet en façade de rue était trop importante, et puis qu'on présageait des problèmes de stationnement, puisque c'est un secteur, si pour vous le resituer, où vous voyez qu'il est quand même difficile de trouver des places de stationnement. Malgré tout, en tant que maire, il est de ma responsabilité d'assumer les choix et les décisions prises par les équipes précédentes. D'où la présentation de ce point, puisque aujourd'hui, compte tenu du fait que ce projet, il a été inscrit dans le contrat de mixité sociale. Il est inscrit on verra tout à l'heure, l'inventaire concernant l'état de carence et l'inventaire des logements dans le cadre du bilan SRU. Compte tenu que le permis de construire, il a été signé en 2019, il a été approuvé, il ne fait l'objet d'aucune contestation. Donc aujourd'hui, ce projet, il a tous les éléments et il serait très risqué d'une part, à la fois dans nos discussions avec l'État, à la fois, compte tenu qu'il n'y a aucun recours sur ce permis de construire, il y a des risques juridiques très forts si on revenait en arrière. Et compte tenu, et c'est ce que je vais vous exposer, de l'accord entre la commune et EPORA le 19 août 2019, et compte tenu de l'accord entre EPORA Lantilly et le bailleur social qui s'appelle SFHE, accord pour une promesse unilatérale de vente qui a été signé le 1er août 2019. Si nous ne suivions pas, nous revenions en fait en arrière sur ce projet, la commune devrait racheter en fait le bien. Et comme vous allez le voir, le coût de ce bien est important.
Donc ce point à l'ordre du jour, en fait, il est surtout pour régulariser un accord donc, de 2019 et de 2020 que je vais vous exposer maintenant. Donc, comme je viens de le dire, cet accord il avait été signé entre les trois parties au 1er août 2019 et pour une durée qui devait expirer donc, au 31 décembre 2020. Or, le bailleur social, c'est-à-dire SFHE, a constaté qu'en faisant des analyses géotechniques du sol, qu'il y avait un surcoût qui était lié à la présence de la roche, un surcoût de 82 000 €, et un surcoût lié au désamiantage qui était supérieur à celui qui avait été estimé, l'ensemble de ces surcoûts représentant un montant total de 94 000 €. Du fait de ce surcoût, en fait, l'opération, elle est déficitaire. Et donc, comme cette opération est déficitaire, le montant de cession qui avait été établi, donc c'est là, vous le voyez dans le tableau, en fait, le montant de cession du foncier était initialement de 824 440 €, et donc il a été réactualisé donc, le 15 janvier 2020 à 744 440 €. Donc, la participation financière de la commune, donc participation financière qui avait été élaborée et déjà votée dans un précédent conseil municipal, elle reste constante, c'est-à-dire elle est de 99 440 €, ce bilan réactualisé ne modifiant pas la participation financière de la commune. Le montant, par contre, de la charge foncière nette pour SFHE, lui, il passe, comme je viens de vous l'expliquer, en fait, du fait de ce surcoût. Il était de 725 000 € dans l'estimation initiale. Compte tenu du surcoût, il est aujourd'hui de 645 000 €, puisqu'une partie, du fait du surcoût de SFHE, le prix de charge foncière nette a été revu à la baisse. En fait, l'écart va être pris en charge puisque la commune garde une participation constante, puisque SFHE, lui, il a des surcoûts, donc le prix de cession est revu à la baisse. En fait, l'écart, il est pris en charge en mobilisant les fonds SRU. C'est-à-dire que c'est l'avant-dernière ligne du tableau. Les fonds SRU qui étaient mobilisés dans le cadre de l'estimation initiale étaient de 42 612 €. Le surcoût des 94 000 € que l'on a vu tout à l'heure, en fait, ça va être compensé par cette mobilisation de fonds SRU qui va passer de 42 612 € à 122 600 €. Donc initialement, ce 42 000 € représentait un pourcentage de 30%. Le fait que la mobilisation des fonds SRU est de 122 600 €, la mobilisation des fonds SRU vient dans le projet à 55%. Donc en fait, alors juste pour clarifier, la mobilisation des fonds SRU, en fait, c'est EPORA. EPORA qui est l'organisme qui mobilise les fonds SRU, donc qui collecte en fait l'ensemble des amendes SRU payées par les différentes collectivités nationales. Donc ça constitue le fonds SRU par le porteur de ce fonds qui s'appelle EPORA. Donc la mobilisation via EPORA sera de 122 600 €. La commune, elle, participera à hauteur de 99 440 €. Donc, ça sera un versement que fera la commune. On le verra au moment du budget, en mars 2021, puisque la commune devra verser 99 440 €. Et une partie de ces 99 440 € sera déduite de l'amende SRU, mais plus tard. Donc en 2019, la commune devra verser 99 440 € et 2 ans après, une partie de ces 99 440 € sera déduite de la pénalité qui sera affectée à la commune dans 2 ans. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions.
En fait, en gros, c'est une actualisation du tableau qui avait déjà été, pour partie, la version initiale avait été présentée à un conseil municipal, alors je ne me rappelle plus la date. Il a dû être réactualisé, pour faire simple en synthèse. Ce tableau a dû être réactualisé, a été réactualisé le 15 janvier 2020, nous le présentons aujourd'hui, pour tenir compte de ce surcoût constaté par l'organisme bailleur, donc SFHE, à l'issue du lancement des travaux, dans l'étude des travaux. Et donc, il est demandé aux conseillers de bien vouloir adopter l'avenant qui était mis en pièce jointe de ce conseil municipal pour intégrer ce tableau, c'est-à-dire une participation plus importante de mobilisation des fonds SRU par EPORA. Alors, je laisse Monsieur Dessaigné compléter. Une toute petite précision. Certains ont remarqué que le surcoût était de 94 K € et que l'augmentation de SRU n'est que de 80. Donc il y a 14 K € là qui se promènent. Et ils sont pris en charge par le bailleur, ces 80. Voilà, pour tous ceux qui ont le souci du détail ou du chiffre. Merci de cette précision. Y a-t-il des questions ou des observations? Madame Chavreau. Simplement une remarque, je soutiens évidemment Madame le maire qui assume les engagements de la commune, et de toute façon aujourd'hui nos obligations en termes de production de logements sociaux ne nous laissent pas beaucoup de choix, et bien sûr je soutiens le fait qu'il faut prendre en charge ces garanties d'emprunt. Cela dit, je voulais quand même préciser, et Madame le maire l'a fait, que lorsque ce projet a été présenté l'année dernière, il nous a beaucoup questionné, et il nous questionnera encore, notamment sur un aspect très dense de la construction qui est prévu, puisque c'est un bâtiment dit en R+3, donc en fait 4 étages, et donc qui, au niveau harmonie de l'architecture, n'est clairement pas parfait, loin de là, et qui risque visuellement de choquer l'entrée de village, puisqu'on va avoir quand même un bâtiment assez massif à cet endroit-là. Cela dit, les décisions ont été prises, on les assume, c'est tout à fait normal. Voilà. Monsieur Bancel. Oui, je voudrais simplement préciser une chose, c'est que vous avez l'air d'assumer ce local, ce bâtiment, mais je pense que vous êtes au courant que avec le PLU que vous aviez voté et qui était en vigueur à ce moment-là, nous ne pouvions pas faire autrement que d'accepter. Et donc, c'est assez déplaisant de vous entendre dire que vous avez accepté que vous avez subi cette acceptation. Voilà, je voulais simplement préciser ça, et particulièrement sur les places de parking. On s'est toujours élevé contre ce PLU qui empêchait d'avoir des places de parking. Voilà. On a noté votre remarque, Monsieur Bancel. Monsieur Grimonet. Oui, juste sans polémique par rapport à l'ancien PLU. Effectivement, au niveau des places de parking, on le sait, il y a une place par logement dans le code de logements sociaux, mais ce n'est pas le PLU, c'est la loi. Donc ça, de toute façon, tous les PLU sont comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et puis par contre, par rapport à la hauteur, l'ancien PLU prévoyait qu'en zone UA, donc la zone concernée par ce projet, la hauteur n'était pas fixée, elle devait s'intégrer à l'environnement. Donc il y avait quand même de la latitude pour faire sûrement un niveau de moins. Comme on le dit, on n'est pas dans la polémique, de toute façon l'accord, le permis de construire a été validé, approuvé, purgé de recours. Ce bilan de logement, c'est 13 logements. Il est comptabilisé au titre du bilan concernant les logements sociaux. Le contrat, enfin l'accord avait été signé entre les différentes parties prenantes que sont EPORA, SFHE et la commune. J'assume la responsabilité de poursuivre sur la base de ce qui a été négocié pour les raisons que j'ai expliquées au début de ce point. Je vous propose donc de soumettre au vote ce tableau en fait, qui résume les engagements de chacun des trois parties prenantes, à la fois SFHE, EPORA et la commune, et la convention qui en découle. Y a-t-il des contre?
Des abstentions. Donc, cette convention et cet accord va permettre en fait de débuter les travaux. Donc, le projet, à l'issue de l'envoi de cette convention, ce projet va pouvoir démarrer dès maintenant, sous réserve du point suivant, qui concerne aussi pour ce projet la garantie d'emprunt. Et je vais laisser Monsieur De Seignet vous présenter ce point. Oui, alors dans le cadre de ce projet, le SFHE nous sollicite la commune pour garantir 2 groupes d'emprunts. En fait, c'est pas un seul emprunt, c'est 2 groupes. Alors, avant de vous présenter ces emprunts, je vous informe que le conseil départemental, qui contribuait avant à 50%, ne contribue plus qu'à 25%. Et le reste est réparti en parts égales entre la communauté de communes et la commune. Donc, on doit assumer maintenant 37,7% chacun entre la CCPA et nous pour compenser le manque. Donc la CCPA a accepté la répartition en moitié-moitié avec nous. Donc là, je reviens au montant des garanties qui sont demandées. Donc la première, c'est un prêt d'un montant qui est près de 400 000 euros, 396 588. Et la seconde, beaucoup plus importante, c'est 1 441 425. Sachant que là, il y a 2 groupes de prêts, mais à l'intérieur, il y a plusieurs autres prêts avec des échéances différentes, des taux différents. Bon, les taux s'échelonnent entre 0,3 et maximum 1,1, et les durées entre 40 et 80 ans. Vous voyez que c'est pas pour demain, de remboursement complet. Est-ce que sur ce point-là, il y a des questions ou je peux poursuivre? Délibération par délibération. Oui. Bon, je vous passe le détail technique de tout ce qui suit. Je vous laisse le lire, mais ça n'apporte pas grand-chose au débat. Là, c'est de la réglementation. Donc, pour le prêt numéro 1, on vous demande de bien vouloir approuver la garantie d'emprunt pour le montant de 396 588 euros. Alors, peut-être avant, on peut peut-être quand même préciser que l'état actuel du montant de nos cautionnements s'élève à 11 millions d'euros pour l'ensemble des prêts garantis. Donc là, comme on aurait 37,5% de l'ensemble, ça nous montrait, je vais avoir noté ça, voilà, ça représente en gros 690 000 euros, les 37,5% de l'ensemble de ces 2 groupes de prêts. Donc ça majorerait nos 11 millions de 689 000 euros. On serait à 11 690 000 au lieu d'être à 11 millions. Donc, sachant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les taux sont très faibles, les durées très longues, ça ne modifie quasiment pas le niveau de risque actuel. Puisqu'on a aujourd'hui, ça correspond à des annuités, au cas où il y aurait défaillance totale de tous ces bailleurs, 361 000 euros d'annuité au total. Donc là, au maximum, ça serait 17 000 euros de plus sur ces 361 000. Donc, effectivement, comme je vous le disais, ça affecte assez peu le niveau de risque qu'on a déjà. Y a-t-il des questions avant que l'on soumette au vote la première délibération qui concernera le premier prêt? Non? Donc la première délibération concerne donc la garantie en fait d'emprunt pour une hauteur de 37,50% qui est la part communale pour le remboursement du premier prêt d'un montant total de 396 588 euros. Prêt qui est décrit dans la note de synthèse. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc, cette garantie d'emprunt à 37,5% par la commune est approuvée à l'unanimité. Merci. La deuxième délibération concerne la garantie d'emprunt, là aussi à 37,5% pour le remboursement du second prêt d'un montant total de 1 441 425 euros. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Non. Donc cette délibération est approuvée à l'unanimité. Merci. Donc avec l'approbation de la convention fixant le point précédent, avec l'approbation de ces 2
délibération engageant la commune dans la garantie des emprunts à hauteur de 37 de ces deux emprunts à hauteur de 37,50%. Ce projet pourra démarrer et donc les travaux vont pouvoir commencer. La première phase, ça va être une phase de planification. Donc on reviendra vers vous, vers les Lentillois et Lentilloises, pour communiquer sur la planification des travaux, puisque vu l'emplacement, en termes de circulation, de voirie, de stationnement, il y aura certainement des aménagements et une emprise en sol ponctuellement ou un certain nombre de jours pour pouvoir faire opérer les différents travaux. Voilà. Le point suivant concerne les points relatifs au personnel communal, avec un premier point concernant la création de postes. Et c'est Madame Goudard qui va vous présenter ce point. Merci. Alors effectivement, au dernier conseil municipal, celui du 2 décembre, nous avions adopté une délibération pour augmenter la quotité horaire de travail de 6 postes d'adjoints techniques contractuels. Alors, pour rappel, les missions de ces postes sont d'entretenir les locaux du pôle scolaire et périscolaire et la surveillance des enfants pendant la pause méridienne au restaurant scolaire. Or, parmi ces 6 postes, l'un était intitulé adjoint d'animation. C'était celui dont la quotité horaire était à 7 heures sur 35 heures par semaine et que nous avions voté à 17h30 sur 35 heures par semaine. Actuellement, nous avons besoin d'adjoints techniques pour la polyvalence des missions de ces postes et non d'adjoints d'animation dont la mission est limitée à la surveillance des enfants. Je vous propose donc tout d'abord de créer un poste d'adjoint technique à temps non complet à raison de 17h05 sur 35 par semaine. Puis, au lieu de supprimer tout de suite le poste d'adjoint d'animation, qui est à 7 heures sur 35 par semaine, je vous propose de le maintenir jusqu'à ce qu'on puisse recruter quelqu'un sur le poste d'adjoint technique, ce pour sécuriser la surveillance des enfants au restaurant scolaire. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Non ? Donc, je vous propose de voter la délibération, les 2 points en même temps, si vous en êtes d'accord. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, ces deux points de la délibération sont acceptés à l'unanimité. Merci à vous. Le point suivant concernant le personnel, donc on a déjà dans un précédent conseil mis ce point à délibération pour certains agents. Donc là, c'est un bon cadeau pour départ en retraite. Donc là, on est obligé de dire nominativement l'agent concerné. Donc il s'agit ici de Madame Ghislaine Dodéro, qui est à la retraite depuis le 1er décembre 2020. Et comme nous l'avions fait pour les autres agents, il est proposé d'octroyer à cet agent un cadeau de départ à la retraite sous forme de bon d'achat d'un montant un bon d'achat d'une valeur de 500 €. Je ne sais pas si vous avez des questions, des observations. Non ? Donc, je vous propose de mettre ce point à délibération. Donc, pour l'octroi d'un bon d'achat sous forme d'une valeur de 500 € pour Madame Dodéro. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, cette décision est adoptée à l'unanimité. Merci pour elle. Et le 3e point concernant le personnel concerne en fait une indemnisation de congés payés non pris. Il s'agit d'une personne qui est partie à la retraite donc le 12 novembre 2019 et qui n'avait pas pu prendre en totalité ses congés avant la fin de sa relation de travail, de sa mise à retraite. Et donc, la délibération concerne le fait de lui indemniser son solde de congés non pris, donc 4 jours de congés pour l'année 2019. Ces 4 jours correspondant à un montant de 268,76 €.
Voilà, ce point doit être soumis à délibération du conseil municipal. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Y a-t-il des remarques, des observations? Non, je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, nous allons pouvoir rémunérer les 4 jours de congé non pris sur 2019 pour l'agent qui est parti à la retraite. Le point suivant concerne un point qui est enfin, tous les points sont importants, mais un point sur lequel nous devons des précisions concernant la demande de remise gracieuse auprès du directeur général des finances publiques. Et c'est Monsieur Dessigné qui va vous présenter ce point. Alors, le 3 décembre 2020, un jugement de la Chambre régionale des comptes excusez-moi, a engagé la responsabilité de Madame Marion Longhigny, comptable du Trésor pour la commune de Lantilly, et d'autres d'ailleurs, à hauteur de 14 469,92 € au titre de 2017 et 22 276 € au titre de 2018. Alors j'ai insisté sur comptable du Trésor parce que un article de presse a été publié à ce sujet et qui laissait croire de manière injuste et infondée à l'implication de 2 agents de la commune qui en ont été profondément affectés. Voilà, je dis ça par rapport à cette affaire. Donc je reviens à l'affaire elle-même. Donc qu'est-ce qui est reproché à Mme Longhigny? Lui reprocher le paiement d'heures supplémentaires aux agents de la commune en l'absence d'une délibération suffisamment précise sur les cadres d'emploi ouvrant droit à une telle rémunération. Voilà, alors il faut préciser que ce défaut de précision, enfin excusez-moi de répéter les mots, mais il faut insister sur le fait que ce défaut de précision a été corrigé depuis par l'adoption de la délibération 2048 à l'unanimité lors du Conseil du 22 juillet 2020. Donc, suite à ce jugement, Madame Longhigny a fait appel auprès du directeur général des finances publiques afin de déposer un dossier de remise gracieuse. Et pour compléter ce dossier, elle sollicite l'avis du conseil municipal. Alors, sachant que sur les charges concernées, il est avéré que la commune n'a supporté aucun préjudice financier, qu'il n'y a eu aucune fraude, aucun enrichissement de qui que ce soit, que les dépenses considérées correspondent à des besoins réels de la commune, elles ont fait l'objet d'une exécution incontestable au bénéfice de celle-ci. La sanction nous paraît aussi sévère que disproportionnée. La commission propose donc de donner une réponse favorable à cette remise gracieuse. Je tiens aussi à souligner que les services financiers de la commune apprécient beaucoup la rigueur et la conscience professionnelle de Mme Longhigny. Et on a pu le vérifier, nous, dès notre arrivée. Est-ce que vous avez des questions? Ah, alors, il y en a plusieurs. Il y avait Madame Papot. J'ai regardé par là avant, là. Donc, Madame, on va commencer par vous, Madame Papot. Oui, je voulais dire que j'appréciais qu'on ait bien réajusté, que ce n'était ni une faute, ni une fraude, ni de la faute des agents comptables de la mairie. Donc ça, c'est très important, pour tout le monde d'ailleurs. Donc seule Madame Longhigny a fait cette demande. L'autre personne, depuis la commission finances où j'avais posé la question, est-ce que depuis, il y a eu une demande de remise gracieuse? Non. Pas fait de demande. Non. Ok. Donc, pour la deuxième personne, puisqu'il Oui. y a eu deux comptables de la trésorerie générale qui ont été, disons, inquiétés, voilà. Si jamais elle fait une remise gracieuse, eh bien, ça sera une délibération dans le cadre du prochain conseil municipal, puisque c'est nominatif, et la remise gracieuse se fait de manière nominative. Donc, pour l'instant, pour répondre à votre question, on n'a pas reçu de demande de la part de la deuxième personne, et si elle le fait, le conseil municipal se prononcera sur cette remise gracieuse dans un prochain conseil municipal. Madame Médina. Vous m'entendez? Oui. Moi, je voulais juste préciser que je trouve pas vraiment normal qu'il y ait des articles qui soient publiés dans le Progrès ou d'autres journaux qui laissent sous-entendre des choses qui me semblent assez erronées ou mal tournées, qui peuvent affecter des personnes. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes derrière. Dans l'article en question, il y a même le prénom d'une des personnes. Moi, je trouve que c'est très dommage qu'on puisse quelque part nuire à certaines personnes pour des histoires qui, au final,
n'ont pas lieu de générer des polémiques. Et voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes derrière et que ça peut leur faire du tort professionnellement et personnellement. Donc, je trouverais bien que le progrès puisse en tenir compte dans les prochains articles. D'autres commentaires ou remarques? Non, donc je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre cette remise gracieuse? Qui s'abstient? Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Donc, pour la remise gracieuse, je voudrais commenter en renouvelant ce que j'ai plusieurs fois dit à maintes occasions vis-à-vis pour apporter mon total soutien en tant que maire, mais aussi au nom du conseil municipal auprès des 2 agents de la commune. Nous leur apportons le soutien, notamment pour les aider. Alors, la presse, il faut à la fois veiller à la liberté d'expression de la presse, il faut être vigilant. Et donc, elles sont accompagnées et la presse s'est engagée à faire un droit de réponse, puisque les termes sont exacts, mais c'est vrai que le titre, quand on n'est pas spécialiste et si on va un peu vite et qu'on ne lit pas le détail de ce qui est indiqué dans le détail de l'article, peut avoir des conséquences très importantes. Donc, un droit de réponse sera dans la presse, enfin dans un article le 19 janvier. Pour ce point-là. Le point suivant concerne donc l'autorisation, donc le point 8, l'autorisation de déposer un permis de construire pour le kiosque du centre-bourg. Et c'est donc Madame Rogel qui va présenter ce point. Bonsoir. Donc, petit rappel historique très rapide. La commune de Lantilly a conduit une opération de restauration du centre-bourg depuis 2016. Là, on a sur une frise chronologique les principales étapes qui ont amené au début du montage du kiosque en décembre 2020. Donc, il y a un certain nombre de phases d'études dans tout projet d'aménagement, bien sûr. Et une première phase importante qui est les études d'avant-projet qui ont eu lieu qui ont été validées en septembre 2018 et qui comprenaient la conception et fabrication d'un kiosque couvert de 50 mètres carrés prolongé d'une pergola de 20 mètres carrés et d'une hauteur de 3,50 mètres. Étape suivante, les marchés de travaux passés en juillet 2019 comprennent un kiosque qui est décrit comme suit. Kiosque couvert de 45 mètres carrés et pergola de 35 mètres carrés, hauteur hors tout 4,13 mètres, pour un coût de 80 500 € hors taxe, soit 96 600 € TTC. C'est ce qui est prévu dans le marché, on va y revenir juste après. Enfin, un avenant au marché de travaux qui a été passé le 26 mai 2020 pour modifier l'ensemble en étendant la couverture à toute la structure et en rehaussant la hauteur sous kiosque de 75 cm, ce qui a nécessité un renforcement de toute la structure métallique et pas du tout l'ajout d'un pilier central, il était déjà présent dans la version précédente. C'est une correction par rapport au texte de la note de synthèse. Pour un coût donc modifié, enfin un coût d'avenant de 35 010 € TTC. Donc voilà, là on a les différentes pièces du marché. Donc le marché est constitué d'un certain nombre de pièces. L'acte d'engagement qui figure ici, où figure le montant total du marché. Donc il y avait une tranche ferme et des tranches conditionnelles. Donc pour ce qui nous concerne, ce qui a été réalisé, c'est la tranche ferme donc de 177 610 €. 610,40 € TTC. Dans la description du marché, ce sont les pièces suivantes. On a un détail quantitatif estimatif et un bordereau des prix unitaires où apparaît le poste 3.9, kiosque couvert 45 mètres carrés et pergola 35 mètres carrés, pour un prix en euros hors taxe de 80 500 € hors taxe. Donc 96 600 TTC. Au final, donc, si on peut revenir sur la toute première, précédente encore, voilà, on a un coût qui est pour le kiosque dans le marché de travaux de 96 600 € TTC. Ensuite, avenant passé en mai 2020. Cet avenant augmente le montant total du marché pour une raison qui est liée donc strictement au kiosque et aux modifications du kiosque, donc de 35 010 € TTC. Donc si on reprend le montant dans le marché qui correspond au poste kiosque,
Il s'élève donc à 110 675 € hors taxe, soit 132 810 € TTC. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour le montant. Donc, les travaux qui ont débuté en septembre 2019 se sont achevés pour la plupart en décembre 2020. La livraison et le montage du kiosque qui devait terminer les travaux d'aménagement du centre-bourg ont débuté le 5 décembre. Et lorsque les pièces ont été amenées et que la structure a commencé à être montée, la taille et l'emprise du kiosque nous sont apparues assez imposantes et nous ont amené à vérifier ce qui était prévu dans le marché. Donc ça, c'est le carnet de détail du marché. Donc avant passation de l'avenant et dans l'éventuelle demande d'autorisation d'urbanisme pour le projet, parce qu'il nous semblait qu'un PC avait dû être déposé. Il s'avère donc qu'il n'y a pas eu de demande d'autorisation d'urbanisme. Or, au titre de l'article 421.1 du Code de l'urbanisme, les constructions, même ne comportant pas de fondation, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à partir du moment où l'emprise au sol ou la surface de plancher sont supérieures à 20 mètres carrés. Entre 5 et 20 mètres carrés, c'est une déclaration préalable. Mais là, on est largement au-dessus de 20 mètres carrés. En conséquence, il a été décidé de suspendre le montage de la structure jusqu'à l'obtention et à l'affichage d'un permis de construire en règle, puisque nous entendons être exemplaires en termes de respect du Code de l'urbanisme, entre autres lois. Et cette période d'arrêt de chantier a été mise à profit pour lancer une consultation citoyenne sur les réseaux sociaux, afin de recueillir l'avis des Lentillois sur l'intérêt d'une telle structure à cet emplacement et sur son aspect général. Donc, nous avons reçu les pièces du permis de construire hier soir. Donc, vous avez ici quelques extraits. Donc, au final, voilà, les dimensions avérées sont les suivantes. Une hauteur sous toit de 4,09 m. Il faut que vous reveniez en arrière parce que je ne les connais pas par cœur, les dimensions. Voilà. Voilà. Arrêtez-vous là-dessus, s'il vous plaît. Une hauteur fêtage au sens point culminant, puisqu'il y a une légère pente de toit, de 5,12 m, une emprise au sol de 71,4 mètres carrés et des poteaux qui ont finalement été augmentés de 5 cm de section. Voilà, donc on est passé de 130 par 130 à 180 par 180 mm. À part ça, entre guillemets, l'aspect du kiosque au sens couleur, peinture, constitution de la toiture n'a pas changé. C'est vraiment une modification de structure. Voilà. Il a donc été décidé de déposer un permis pour régulariser la situation. On prendra une décision quant à la poursuite du montage du kiosque ou des adaptations ponctuelles en fonction aussi de ce que peut permettre le permis, à l'issue de l'analyse des résultats de la consultation et de l'instruction du permis de construire, puisque bien sûr, cette instruction peut donner lieu à des échanges avec les services instructeurs. Afin de permettre la reprise des travaux et leur achèvement, si besoin, il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'autorisation donnée à Madame le maire de signer la demande de permis de construire. Tel que, pour le kiosque, tel qu'il est en fait en cours de montage et tel qu'il est décrit dans le permis de construire qu'on vient de faire réaliser. Voilà. Merci Madame Rogel de cet exposé bien complet. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui, Madame Papeau. Donc je voudrais apporter les précisions suite à plusieurs échanges qui ont eu lieu, soit dans la presse, soit par mail, soit... Voilà. Donc moi, ce que je voulais préciser, c'est que effectivement, il y a eu un premier article de presse qui disait que le coût du kiosque était de 131 000, sans parler hors taxe ou TTC, qui pour moi fait quand même une différence de 20% malgré tout. Donc il était nécessaire que, comme nous avons été à l'initiative de ce projet, d'apporter des précisions pour que les Lentillois comprennent bien que vos chiffres, nos chiffres, ils sont différents, mais effectivement, nous ne parlons pas des mêmes choses. Donc, j'avais apporté la précision suivante, c'est que les 50 000 € que j'avais indiqués hors taxe pour expliquer vos 131 000 €, c'était tout simplement la structure du kiosque par lui-même, sachant que si ce kiosque n'avait pas existé,
eh bien tout le reste, que ce soit les fondations, le dallage, l'éclairage, bien sûr qu'il aurait eu lieu. Donc c'est ce que j'ai dit l'autre jour en commission finance. Vous avez pris la totalité comprise et terminée, alors que moi, les 50 000 € hors taxe, j'avais pris le montant du bâti, qui était donc le bâti remis en cause. En ce qui concerne le supplément, puisqu'on a parlé également de ce montant-là, il y avait 27 500, c'est bien ce que j'ai indiqué dans l'article, hors taxe aussi. Effectivement, apparemment, Madame le maire, vous nous avez montré un document où il y a 1 675 € de plus qui a été signé par le maire précédent, dont acte. Moi, j'avais le montant de 27 500. Donc, Madame le maire a toute capacité. Il y a dû certainement avoir quelque chose qui s'est passé entre-temps. Et les 1 675 €, moi, je n'étais pas, j'avais pas connaissance de ce montant-là. Donc, c'est pour dire que toutes ces différences, elles sont donc pour vous justifier, pour nous aussi, que ce kiosque, effectivement, est quelque chose d'important, mais c'est une technique aussi draconienne par mesure de sécurité, puisqu'il faut tous ces éléments d'ancrage, tous ces piliers. Et ce qui est très cher également, c'est la couverture, puisque c'est de la dentpalite. Cette dentpalite, elle est fabriquée bien loin de la France, puisque ce sont les seuls à le faire. Puisqu'il faut qu'elle soit avec une prise au vent qui puisse résister, il faut que la neige, lorsqu'il y a des grosses intempéries, puisse supporter cette structure. Donc tout ça fait que, effectivement, ça peut paraître cher, mais c'est quelque chose qui est aussi pour tout le monde, qui doit être dans le temps. Et puis lors de la commission finance l'autre jour, vous m'indiquiez que on récupérait pas la TVA sur ce kiosque. Donc on s'est bien sûr échangé. Donc je ne sais pas si aujourd'hui vous avez une nouveauté par rapport à ça ou des textes nouveaux, mais moi je confirme bien que la TVA est bien reversée par l'État à hauteur de 16,404 du montant TTC, puisqu'on fait un calcul en dedans, et que cette TVA, elle sera bien reversée et on pourra bien la récupérer, ça ne sera pas une sortie d'argent. Donc on avait un différent par rapport à ça l'autre jour. Je me suis renseignée aussi, je pense comme vous, et c'est ce qu'on appliquait pendant 6 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, à moins d'avoir vraiment un autre point de vue, on a bien ce montant-là qui est remboursé et donc ça n'affecte pas les finances de la commune par cette TVA non remboursée telle que vous me l'avez indiqué. Voilà, alors après je finirai, comme ça je ne reprendrai pas la parole. Nous, on avait un maître d'œuvre qui s'appelle Bing Bang qui nous a informé qu'il ne fallait pas de permis de construire. Donc quand on a des gens qui travaillent pour nous et qui font ça toute l'année et depuis de nombreuses années, nous, on se fie à ce que disent le cabinet. Donc, moi, je continue à maintenir ce que le cabinet nous avait indiqué. Donc, je m'abstiendrai sur cette demande de permis de construire. Merci. Je pense que chacun a pu s'exprimer d'où viennent ces chiffres, etc. Ce qui est important, parce que vous parlez d'un article de presse, c'est si vous avez besoin d'informations complémentaires plutôt que de voir des documents communaux circuler sur Facebook, puisque c'était quand même pas un article de presse, c'est des échanges Facebook. Tous les documents sont disponibles en mairie. Ils sont à disposition de tous les élus. Le mieux, c'est de les demander et puis ça nous permettra de clarifier les différents chiffres. Comme ça, cet article, il est assez récent, c'est un article très récent, celui-là, donc il est très factuel d'ailleurs. Voilà. Vous avez posé une question concernant le prix TTC hors taxe. En fait, dans le budget 2021, et c'est pour ça qu'on présente... alors, vous avez raison, on a toujours été très clair, on donne le chiffre hors taxe et on donne le chiffre TTC. Il faut savoir que dans le budget 2021, ce qui sera indiqué dans le coût, ça sera le budget TTC. Donc, les 131 000, j'ai plus le mot, 600 €, c'est ça ? Voilà. Puisque ce sera la dépense sur le budget 2021.
Comme vous l'avez dit, suite à la commission finances et à votre observation, et on travaille en collaboration, hein, nous on n'est pas dans la polémique, vous nous avez fait part du fait que la TVA était remboursée pour une grande partie, on s'est en effet renseigné, et en effet dans la majorité des cas, en fait c'est pas la TVA qui est remboursée, il y a un fonds de compensation de la TVA, il y a quelques cas très exceptionnels où c'est pas le cas. Mais dans ce cas-là, ça sera le cas, puisqu'en fin de compte, il y aura un fonds de compensation de TVA, donc une partie de la somme qui sera reversée, mais dans 2 ans. Donc, on aura le bénéfice de la fonds de compensation, non pas sur l'exercice 2021, mais sur l'exercice 2023. Hein, c'est ça ? Voilà. Donc, c'est important qu'on le sache, puisqu'il faut que vis-à-vis des Lentillois, vis-à-vis des élus, quand on va voter le budget, la somme qui sera inscrite en dépenses sur le kiosque sera bien le montant TTC. Je crois que, alors, concernant le dépôt du permis de construire, donc nous, Green Steel nous a conseillé plutôt de déposer un permis de construire. Enfin, peu importe, je dirais, le sujet, il n'est pas là, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Le maître d'œuvre Big Bang, Green Steel, c'est l'entreprise titulaire. Le maître d'œuvre nous a conseillé de déposer un permis de construire, le service juridique aussi, mais le sujet, il n'est pas là. Je pense qu'il faut arrêter la polémique, le polémique. En fait, à partir du moment où il y a un risque de recours, moi, je souhaite sécuriser le dispositif. Et donc, j'ai pris la décision de déposer un permis de construire. Voilà, puisqu'il y a des jurisprudences, je souhaite prendre aucun risque. Ça coûte rien de déposer le permis de construire. Il fallait juste avoir les documents, puisque d'ailleurs, ça nous permet, c'est utile d'avoir les documents revus, puisque ça permet la présentation de ce soir. Donc, comme ça, tout le monde, on aura tous les éléments et la collectivité aura le dossier concernant le schéma final, en fait, à l'issue des avenants qui ont été passés. Et puis, ça va être instruit par les services d'instruction du permis de construire. On aura sécurisé le dispositif. Donc, je pense qu'il ne faut pas chercher la polémique. On a lancé la concertation. On décidera ce que l'on fait. Est-ce qu'on poursuit les travaux ou pas ? Je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble, sans polémique. Et donc, d'où, si il n'y a pas d'autres remarques, le fait de mettre... Ah, pardon, Monsieur Bancel. Oui, simplement une petite précision quant à la hauteur, c'est-à-dire que l'objectif de ce kiosque était destiné à remplacer ce kiosque mobile, enfin ce podium mobile qui prenait beaucoup de place et qui prenait de la place d'ailleurs pour les joueurs de pétanque. Et quand on a consulté les professionnels du spectacle, c'est eux qui nous ont conseillé de rehausser ce kiosque pour pouvoir mettre en place des spectacles de grande qualité, tels que Michael Jones, par exemple, qui était venu, qui nous avait obligés de louer du matériel, alors que là, avec un kiosque permanent et une hauteur suffisamment haute pour pouvoir mettre les racks de lumière, on n'aura pas à remettre ou à relouer des stops, je ne sais plus comment ça s'appelle, des structures qui permettraient d'avoir un spectacle de qualité. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir une structure comme celle-là à l'Antilly, qui est quand même friande de fêtes et de choses qui sont ludiques pour tous les habitants. Donc voilà, je voulais préciser l'explication concernant cette rehausse. D'autres remarques avant de procéder ? Donc, les clarifications ayant été faites, la justification du dépôt de permis de construire étant pour sécuriser le dispositif, la concertation des Lentillois, et d'ailleurs je profite de ce conseil municipal et donc du public qui nous suit à distance pour leur rappeler qu'ils peuvent répondre aux questionnaires disponibles sur le site de la mairie, sur le Facebook de la mairie, et ils peuvent donc faire leurs observations en déposant un courrier dans la boîte aux lettres de la mairie. Une décision sera prise pour la suite ou non des travaux. Et pour sécuriser le dispositif et ne pas perdre de temps, on soumet donc cette délibération qui est
d'anticiper le fait d'autoriser Madame le maire à signer la demande de permis de construire avec, un dossier qui tient bien compte de l'ensemble des éléments qui ont été demandés en complément et de le déposer, si besoin, pour instruction le plus tôt possible. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc, des abstentions, donc 5. Monsieur Parizeau, Madame Papeau, Monsieur Boncel, Monsieur Oncante et Madame Agar. Et donc, le complément, je suppose, qui est pour les autres. Et Monsieur Grimonet a 2 voix. Je vous propose maintenant de passer au point 9 qui concerne la convention de servitude de passage 9 chemin de Laval, et c'est Monsieur Grimonet qui va nous présenter ce point. Oui, donc en décembre 2019, la commune de Lanty a accordé un permis d'aménager à la SA Axéo sur un terrain situé 9 chemin de Laval pour permettre de réaliser 3 lots. Et par rapport au permis d'aménager, il y avait un problème par rapport à l'assainissement, les eaux usées et les eaux pluviales. Le réseau était, le terrain était en contrebord, du chemin de Laval. C'était plus facile de se raccorder sur le réseau qui était situé en dessous, sur les terrains communaux. Donc un accord a été donné à l'époque et maintenant il faut régulariser. Donc en fait, c'est une servitude de tréfonds. Attends, j'ai perdu la page. Mince. Non. Je vois rien, je l'ai oublié. Voilà, donc le fond dominant, c'est le terrain en question de la société, donc c'est la parcelle AZ30. Le fond servant, la parcelle de la commune, AZ73. Donc la servitude, c'est une servitude de passage de canalisation d'eau usée et pluviale. Donc aucune indemnité n'est consentie. Les frais sont tous supportés par le propriétaire du fonds dominant. Et donc, afin de permettre la vente des lots, il est nécessaire de contractualiser la convention de servitude. Alors, de plus, alors ça, c'est un sujet qu'on avait déjà parlé il y a 1 ou 2 conseils. Il y avait un alignement sur la voirie chemin de Laval de 3 mètres carrés. On a déjà voté, il me semble ça, mais ils ont demandé qu'on le réintègre dans cette même délibération. Donc, il y a une rétrocession de 3 mètres carrés au domaine public, donc qui est pris sur cette parcelle. Voilà, donc ça permet d'aligner en haut. Et donc, c'est l'euro symbolique. Donc, il est demandé aux conseillers de bien vouloir approuver le projet de convention de servitude, autoriser Madame le maire à régulariser l'acte consentant la rétrocession au profit de la commune des 3 mètres carrés. Y a-t-il des questions ou des observations? Madame Papeau. Je me pose la question, mais servitude de passage de tréfonds, servitude de tréfonds ou servitude de passage? Parce que pour moi, le terme, servitude de passage, c'est un passage de passé, tréfonds. Mais dessus, il faudrait mettre le vrai intitulé. Parce que du coup, je sais pas ce qu'il faut entendre. C'est marqué, enfin c'est expressément marqué, donc nature de la servitude, servitude de passage de canalisation d'eau usée et pluviale. Donc c'est bien le passage de la canalisation d'eau usée, mais pas une servitude de passage des personnes. Si je peux me permettre un complément, en fait c'est soit on met servitude de tréfonds, et ce qui sous-entend que c'est des canalisations, soit on met servitude de passage de canalisation, mais ça veut dire la même chose. Y a-t-il d'autres observations? Alors, je vous propose, si on va soumettre au vote, de bien vouloir approuver le projet de convention de servitude de passage de canalisation et d'autoriser Madame le maire à régulariser l'acte constatant la rétrocession au profit de la commune des 3 mètres carrés. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc cette délibération rectifiée ou complétée par le passage de canalisation est approuvée à l'unanimité. Merci.
Le point suivant donc, concerne donc la désignation de référents dans le cadre du syndicat mixte du bassin versant de l'Azergue, ce qu'on appelle le SMBVA, donc qui est un syndicat qui gère 53 communes dont l'Antilly, pour un linéaire de plus de 600 km de cours d'eau. Il y a une grande partie des opérations qui est menée par ce syndicat, qui se fait en collaboration avec les collectivités. Et pour cela, le syndicat a donc besoin d'interlocuteurs. Et donc, il est proposé en fait de désigner un référent rivière, qui sera le contact direct du syndicat pour tous les dossiers concernant la commune, et un référent plan communal de sauvegarde, qui aura en charge la mise à jour régulière du plan communal de sauvegarde. Donc, en termes de candidats, je vous propose donc Madame Rogel, au titre de ces délégations, comme référent rivière, et je vous propose Monsieur Éric Paulny, référent plan communal de sauvegarde pour la commune, et de le désigner comme interlocuteur référent plan communal de sauvegarde dans le cadre de ce syndicat. Y a-t-il d'autres propositions de candidature? Non? Des questions? Des observations? Non. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, pour le référent rivière, Madame Rogel, et pour le référent plan communal de sauvegarde, Monsieur Paulny, référent plan communal de sauvegarde dans le cadre de cette représentation dans le syndicat mixte du bassin versant de l'Azergue. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc, Madame Rogel, Monsieur Paulny, vous serez nos référents dans ce syndicat. Nous allons passer maintenant donc au rapport annuel, des rapports annuels de 2019 qui avaient été reportés lors des différents conseils municipaux pour diverses contraintes. Et nous allons commencer donc par Monsieur Magnoli, qui n'a pu assister à ce conseil municipal, a délégué la présentation de ces rapports à Madame Delphine Lehu et Monsieur Ponsonnaille. On commence par les dames. On commence par les dames. Madame Lehu. Alors, un rapport sur la qualité de service du système d'assainissement, et on prendra juste la commune qui nous intéresse, c'est l'Antilly, c'est la station d'épuration au lieu-dit Le Buvet, qui est sur la commune de Fleurieux, qui a été mise en service en 1999. L'assainissement collectif est une compétence de la CCPA. Le service est exploité en délégation par l'entreprise privée Suez Eau France. Le contrat a débuté en 2012 et la fin est prévue pour le 31/12/2023. Les missions de Suez sont la collecte des effluents, l'élimination des sous-produits du réseau, le traitement des effluents, l'élimination des sous-produits de l'épuration, le traitement des boues, la facturation, l'encaissement et la gestion des comptes clients. Alors, des chiffres maintenant. La population desservie représente 6105 habitants au 31/12/2019, soit 2659 abonnés. Volume facturé en 2019, 328 622 mètres cubes. Ça fait des grosses piscines. Le linéaire du réseau de collecte est d'environ 56 km. Il y a 11 ouvrages, des déversoirs d'orage, permettant la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie. La tarification. Frais d'accès au service, 61,02 €. Participation pour l'assainissement collectif, 2200 €. Le prix TTC au mètre cube, 2,56 € au 1er janvier 2020. Augmentation de 14,29% par rapport à 2019. Les recettes se montent à 511 948,64 €. Financement des investissements. Montant des travaux mandatés en 2019, 162 671,33 €. En cours de la dette, en décembre 2019, 163 333,37 €. Personne ne prend note des chiffres. L'amortissement, 159 902 €.
tous les indicateurs de performance de la station sont à 100%. Donc tout est aux normes par rapport au rejet dans la nature. Présentation pluriannuelle de travaux adoptés. Mise en séparatif du centre-bourg 2019-2020 pour un prévisionnel de 480 000 € hors taxes. Séparer les eaux de pluie des eaux usées. Révision du zonage d'assainissement de l'Antilly 2018-2019 pour un prévisionnel de 5 000 €. Tout là est hors taxes. Extension du réseau hameau de Mercruy 2020-2022 pour un prévisionnel de 850 000 € hors taxes. Mise en œuvre diagnostic périodique de 2019-2020 pour un prévisionnel de 30 000 € hors taxes. Donc ça, c'était pour l'assainissement collectif. Pour le suivant, ce rapport, il est partagé. On n'a pas pris de note parce qu'en fait, il est disponible pour tous les élus si besoin. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de prendre les notes, sachez que le dossier est à votre disposition pour le consulter et avoir dans le détail l'ensemble de ces chiffres. Voilà, donc il ne fait pas l'objet d'une délibération, c'est juste un rapport d'activité. Et donc, on va laisser Madame Levu continuer sur le deuxième rapport à partager. Le deuxième, c'est le SPANC, Service public d'assainissement non collectif. Donc, ces missions sont l'assistance et le conseil auprès des usagers, l'information des usagers, le contrôle des installations existantes, le contrôle des installations nouvelles, un soutien technique auprès des élus. Indicateur technique, 17 communes sont membres, ça représente 37 282 habitants, 2891 installations d'assainissement non collectif, 6 360 habitants desservis par le service, dont 492 sur l'Antilly. Par rapport à ces 492 assainissements non collectifs, sont conformes. 29% sont conformes, 71% sont non conformes, donc à réhabiliter avec plus ou moins d'urgence selon les catégories. Zéro personne n'a d'assainissement non collectif qui ne serait pas conforme du tout. Il y a une aide pour la réhabilitation très urgente des installations non conformes. Sur l'Antilly, 50 dossiers sont éligibles, 9 dossiers financés. Le montant de l'aide versée par l'Agence de l'eau est de 27 000 € et 10 000 € par la CCPA. Les tarifs 2019 sont inchangés. 40 € TTC par an pour la redevance d'assainissement collectif, 70 € pour le contrôle de la conception, 130 € pour le contrôle de réalisation, 120 € pour le diagnostic de vente. Le total des dépenses est de 368 382,73 €. Le total des recettes est de 493 236,51 €. Je ne sais plus ce que je lis, il y a trop de chiffres. Le résultat pour 2019, 124 853,78 €. Voilà. Cet exposé complet qui est aussi disponible si besoin pour les élus qui souhaiteraient le consulter. Y a-t-il des observations ou des questions? Madame Papeau. Oui, du coup, d'après ce que vous dites, il n'y a plus du tout de point noir au niveau du SPANC sur la commune, alors. Si vous appelez point noir des habitations qui seraient sans assainissement du tout, effectivement, il n'y a plus. Par contre, il en reste avec des réhabilitations urgentes, donc dans les 6 mois. C'est juste un exposé du rapport, donc il n'y a pas de délibération. Si vous n'avez pas de questions ou observations complémentaires sur ces deux rapports, je vous propose de passer à la présentation par Monsieur Ponsonnaille. Oui, je regarde un petit peu à droite, à gauche. Ok. Monsieur Ponsonnaille, sur le dernier rapport. Il s'agit du rapport sur la SIEVA, donc le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de la Zergue.
syndicat auquel l'Antille est abonné. Donc il faut voir que ce syndicat est en charge d'acheminer l'eau chez nous. Et donc il va quand même acheter cette eau au syndicat mixte de l'eau potable de la Saône-Turdine. Voilà. Donc il y a l'achat de 3 453 467 mètres cubes en 2019 qui ont été achetés au prix de 0,34 € le mètre cube. Il faut voir aussi que la Sieva, d'un côté, approvisionne en eau donc, les communes qui font partie du syndicat, mais aussi fournit en eau 3 communes qui ne font pas partie du syndicat, qui sont la Tour de Salvani, Quincieux et Lisieux. Et donc, ils fournissent, donc, il y a eu 598 439 mètres cubes qui ont été destinés à ces 3 communes. En 2019, il y avait 19 263 abonnés au Sieva, et donc ce qui correspond à une augmentation de 2,76% par rapport à 2018. Donc, si vous voyez, donc, il y a la courbe dans le rapport, vous verrez que cette augmentation est toujours constante d'année en année. Donc, c'est vraiment une augmentation assez forte des abonnés à ce service. Donc, le volume d'eau consommé au niveau des communes qui font partie donc, du syndicat sont de 2 262 770 mètres cubes, ce qui correspond à une consommation domestique par abonné de 117 mètres cubes par an. Donc, là, vous consommez en moyenne, je vous le dis, 117 mètres cubes, c'est quand même bon à savoir, je n'avais jamais mesuré ça dans ma baignoire. Voilà, donc en gros, il faut voir aussi qu'on a un gros problème, donc c'est qu'on a 520 238 mètres cubes qui sont perdus dans la nature. Et donc, c'est vraiment le travail principal du Sieva de limiter cette perte dans la nature. Aujourd'hui, quand même, donc, ça représente à peu près 17% de ce qui est acheté. C'est quand même un très bon niveau par rapport aux autres syndicats. Voilà, donc il faut voir quand même que ce 17% de perte qui a l'air quand même important n'est pas si grave que ça. Il y a aussi 72 000 mètres cubes qui sont utilisés pour le service de la Sieva, donc pour nettoyer les tuyaux, pour travailler, pour faire le boulot concernant l'activité de la Sieva. Ce qui fait que ce mètre cube qui est racheté au syndicat mixte d'eau potable à 0,34, il se retrouve à 2,46 au niveau des compteurs, de nos compteurs à nous. Voilà, donc une augmentation importante, mais ce prix n'a pas varié depuis 4 ans. Donc prix constant depuis 4 ans là-dessus. Voilà. Donc ce qui fait que les recettes au niveau du Sieva sont de à peu près 6 millions d'euros. Donc il y en a 5 792 367 qui vont au Sieva et 736 295 euros qui vont à l'agence de l'eau. Donc il faut voir aussi que le taux de renouvellement du réseau depuis 5 ans est de 1,06% par an. Donc tout le réseau de tuyaux qui nous servent à amener l'eau jusque chez nous, il est renouvelé de l'ordre de 1% tous les ans. Ce qui fait quand même un montant non négligeable de travaux de l'ordre de 2 millions d'euros en 2019. Et en 2020, il est estimé, ce montant des travaux est estimé à 2 280 000 euros. Là aussi, il faut voir que le Sieva a une dette assez importante qui était au 31/12/2018 de 4 311 784 euros, qui a baissé de 17% par rapport à 2018, au début 2018, avec donc une baisse de la dette de 1 026 371 euros en 2018 et 1 028 708 euros en 2019. Donc on se désendette par rapport à l'existant, mais on a quand même une dette assez forte qui est due au passé du Sieva. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tous ces chiffres? Merci pour ces explications très complètes, en tout cas. Il y a une question. Oui, j'avais une question sur le désendettement. Ça vient d'où? Donc des économies faites D'abord, d'où venait la dette? Est-ce que c'était l'investissement? La dette venait qu'il y a quelques années, le Sieva avait du mal à faire rentrer les recettes. Donc ils sont endettés avec très peu de recettes. Donc justement, l'intérêt aujourd'hui, c'est que le delta recettes-dépenses, recettes et dépenses, c'est positif.
D'où le but d'arriver à se désendetter. Et donc, quels ont été les leviers pour engager le désendettement? Faire rentrer l'argent depuis quelques années. Voilà, ouais. Observation ou question? Non, donc là non plus. Donc le rapport est disponible si besoin à l'ensemble des élus. Ça donne pas lieu à un vote puisque c'est une présentation du rapport. Je rappelle que les 3 rapports, et merci à Delphine et à Christian de présenter au pied levé ces rapports 2019. Et donc, dans un prochain conseil municipal, il faudra nous présenter les rapports de ces 3 syndicats, mais rapports là à fin 2020. Voilà, je vous propose donc du dernier point en fait officiel concernant le conseil municipal de ce jour, 13 janvier, qui concerne donc les décisions prises en application de l'article L2122-22 du CGCT. Qui concerne donc, pour le premier point, la consultation concernant la mission d'étude d'assistance dans le cadre du PLU. Nous avons reçu 9 offres. L'une est considérée irrecevable puisque le fichier a été endommagé et n'a pas pu être ouverte. Et c'est l'offre de Latitude qui a été retenue pour un montant hors taxe de 69 450 €. Le deuxième point concerne le marché d'assurance. Donc là, une consultation avait été lancée avec la communauté de communes pour le marché assurance. Et les offres retenues sont Groupama pour la flotte automobile pour un montant de 14 694 €. Le dommage aux biens pour un montant de 21 968,10 €. La protection juridique pour un montant de 1126,09 €. L'individuel accident pour un montant de 687,59 €. Le cyber-risque pour un montant de 1 400 €. La seconde offre retenue concerne Paris Nord Assurance Service, plus communément appelé PNSA, pour la responsabilité civile et pour un montant de 1 521,29 €. Soit un total global de 41 397,17 € par an, sachant que le lot cyber-risque et individuel accident compris n'étaient pas couverts en 2020, contre un montant de l'année 2020 de 54 552,99 €. Donc une économie substantielle. Puisque si on met à comparaison, à périmètre équivalent, on est passé donc de 54 552,99 € en 2020 à 41 397 € par an, donc une économie de plus de 13 000 €. La protection fonctionnelle a été accordée à 2 agents. Et 2 agents ont demandé la protection fonctionnelle à la commune suite à l'apparition de l'article dans le progrès. Donc voilà, concernant les décisions prises en application de l'article L21-22 du CGCT, je précise juste que concernant le dépôt de permis de construire pour le kiosque, nous revotons en fait, ceci n'étant pas dans l'habilitation en fait accordée au maire. C'est pour ça que nous l'avons voté ici et présenté à ce conseil municipal. Par contre, juste en toute transparence, nous sommes en train de déposer un permis modificatif pour la construction de l'école élémentaire. Permis modificatif pour prendre en compte les différentes modifications qui ont été apportées suite à la construction de l'école élémentaire. Ce point n'est pas présenté en délibération puisque, alors j'ai plus en tête l'année, mais lors de la présentation du permis de construire initial de l'école élémentaire, le précédent maire avait voté. La délibération concernait le permis initial et les éventuelles modifications du permis de construire si cela était nécessaire.
Voilà, en toute transparence, l'ensemble des points concernant les délibérations. Je vous propose maintenant de passer au chapitre 13, informations diverses, et de commencer par différentes informations, et puis ensuite je laisserai la parole aux différents élus, conseillers adjoints ou conseillers délégués, et puis éventuellement aux questions. Donc le premier point concerne le statut concernant l'inventaire des états de logements sociaux. Et donc, pour vous informer que nous avons reçu, la commune a reçu le 28 décembre la notification de la carence par les services de l'État sur le fait que la commune n'a pas atteint son objectif de production de logements sociaux sur la période 2017 à 2019. L'objectif était de 117 logements sociaux à construire. Le réel est de 104 logements, soit 88,89% de logements réalisés. Pour information, 11 de ces logements concernent le terrain dit Laurent, près de la résidence des Pins, et 13, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, concernent le projet SFHE, les 13 logements rue du Joly. Donc ça, c'est l'état factuel du bilan de l'inventaire sur la période 2017-2019, de la notification de la carence. Alors, quels sont les impacts de cette notification? Donc, on l'a reçu en 2 arrêtés. Un premier arrêté qui concerne le transfert du droit de préemption urbain, donc de la commune au service de l'État. Et le deuxième, du transfert du droit de réservation pour les logements qui sont dédiés à la commune, donc qui devra se faire par les services de l'État. Et enfin, le deuxième arrêté reçu plus récemment, lui, il nous indique que le taux de majoration du prélèvement SRU sera relevé pour la période sur 3 ans de 10%. Donc voilà les 3 conséquences, si on veut être complet, de cette notification, sachant que je le précise, et associé d'ailleurs à cet arrêté d'état de carence, les services de l'État ont joint le compte-rendu de la réunion que j'avais eue avec les services de l'État du mois de novembre. Tout ça se fait en bonne intelligence, je devrais dire en bonne concertation, c'est-à-dire que ce soit à la fois le droit de préemption urbain, donc ça va se traduire dans les faits par le fait que toutes les demandes de vente, toutes les ventes maintenant, seront à transférer aussi au service instructeur et donc au sol. Et donc nous travaillerons avec EPORA si besoin. Et les transferts de droits de réservation de logements sociaux qui sont dédiés à la commune, eux aussi seront faits en concertation avec les différents offices concernés. Donc voilà, il ne faut pas être inquiet outre mesure sur cette période de 3 ans. Tout ça se fera en très bonne concertation avec les services de l'État, à la fois la mise à jour du contrat de mixité sociale, qui est aussi une demande forte des services de l'État, mais aussi les impacts de ces notifications de cet état de carence. Ça, c'était le premier point. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet-là. Non ? Et donc, le deuxième point, j'aurais pu finir le conseil municipal par ce sujet, puisque je donne des informations un petit peu générales. Voilà, je voulais souhaiter au DGS, donc à Monsieur Agnès, beaucoup de succès dans ses prochaines missions, puisqu'il sera en mutation sur ce poste vers une autre collectivité à partir du 1er février. Donc, on lui souhaite, je lui souhaite et je vous associe donc au nom du conseil municipal tous nos vœux de succès dans ces nouvelles missions à partir du 1er février. Je vais laisser maintenant à chacun des adjoints et conseillers délégués la possibilité de vous informer sur les différents sujets. On commence par la CCPA, comme d'habitude. Madame Chavot. Oui, merci. C'est l'occasion, effectivement, pour la CCPA de vous faire un retour sur l'opération Bon d'achat pour soutenir l'économie locale sur le territoire du pays de l'Ardrel. Lors des derniers conseils municipaux, on vous avait informé de cette opération qui avait été
soutenu par le conseil communautaire le 27 novembre pour lancer cette opération sur la plateforme soutien commerçants artisans. L'idée acceptée et soutenue par les élus communautaires était de prendre en charge à hauteur de 20% les bons d'achat qui pouvaient être achetés par les habitants sur cette plateforme, bons d'achat auprès des commerçants et artisans locaux. Eh bien, c'est une opération qui a connu un véritable succès, puisque donc lancée fin novembre et jusqu'au 31 décembre, au total, l'opération a permis l'achat de 330 000 € de bons d'achat pour nos commerçants et artisans locaux sur l'ensemble du territoire. Concrètement, ce sont 84 commerçants et artisans qui se sont inscrits sur cette plateforme, donc représentant 15 communes sur les 17. Il y a eu un panier moyen de presque 150 € et une satisfaction de l'ensemble des commerçants qui ont participé. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'Antilly, nous avons eu 7 commerçants inscrits sur la plateforme, dont un des commerçants qui a eu un très très vif succès, le traiteur qui a obtenu 66% des bons d'achat. Au total, on a eu un montant de 8 320 € de bons d'achat pour les commerçants de l'Antilly, pour ces 7 commerces et artisans. Voilà, donc une bonne opération. Ce que les commerçants nous ont partagé, ont fait valoir sur cette opération, c'est que pour certains, ça leur a permis d'avoir une nouvelle clientèle, notamment le traiteur, les restaurants, pour des clients qui en fait ne connaissaient pas, et c'était une opportunité de découvrir des commerçants et artisans du pays de l'Arbrel grâce à cette opération. Donc financièrement, pour la communauté de communes, ça représente à peu près 66 000 € de fonds qui ont été mobilisés pour abonder ces 20% de bons d'achat. Et comme on vous l'avait indiqué, les communes participantes prennent en charge les 6% de transactions qui sont facturées par la plateforme pour les commerçants. Donc il faut qu'on fasse le calcul pour l'Antilly, mais ce sera assez dérisoire vis-à-vis du service rendu, à la fois évidemment pour le soutien aux commerçants et artisans dans cette période de crise, mais également pour favoriser le bon d'achat des habitants. On en profite également pour adresser encore une fois tout notre soutien à nos commerçants, artisans, entreprises au niveau local dans cette période de crise. En particulier, bien sûr, à celles et ceux qui ne peuvent toujours pas ouvrir leurs portes et leurs activités. Je pense évidemment en priorité aux bars et restaurants qui souffrent actuellement, et on leur souhaite de pouvoir ouvrir et reprendre une activité très rapidement. Et quand ce sera le cas, j'espère que nous y serons tous, nous participerons donc à leur activité pour une relance rapide et intense. Madame Chavreau, qui veut continuer? Madame Goudard? Merci. Alors, je voulais juste vous informer qu'il y a un conseil communal des enfants samedi matin prochain, donc le 16 janvier, de 10h à 11h, ici même à la Passerelle. On est ravis d'organiser ce conseil parce que ça fait de nombreux mois que ce n'était pas possible. Donc les enfants attendent avec une grande impatience de rencontrer les élus majoritaires et minoritaires. Donc je vous ai déjà envoyé un petit message ou par mail ou par SMS, mais si vous êtes présents, les enfants seront ravis de vous rencontrer samedi matin. Avec le masque qui sera obligatoire, bien entendu, et le respect des gestes barrières. D'autres points? Non? Monsieur Grémonet? Donc c'est une information que Thierry Magnoli, excusez ce soir, là, voulait nous faire. Donc il va dans le cadre de ce que disait Christian tout à l'heure. Le CIEVA engage de gros travaux sur la commune entre le 1er février et fin mars, donc sur 2 mois. Au centre-village, les rues concernées sont la rue du Joli, la partie du rond-point du bas du pont de chemin de fer jusqu'au petit rond-point de l'école, la rue de la Gare le long de l'école et la rue Châtelardru. Donc c'est vraiment le centre-bourg. Il y aura des travaux donc pendant 2 mois. Ils changent les canalisations qui datent de 1950, la suppression de pas mal de branchements en plomb, et ils remplacent 2 bornes à incendie. Donc une communication sera faite pour la population
pour informer des dispositions. Donc il y aura des alternats, des déviations. Enfin voilà, ça risque quand même d'être pas mal perturbé, mais c'est des gros travaux que le CIEVA engage pour la commune, sur la commune. Merci, Monsieur Grémonnet. Ah, Madame, attends, on fait déjà les conseils, les adjoints conseillers délégués après les autres élus. Oui, Monsieur Chavot, puis après on passera par là. Oui, vous avez pu lire dans la presse que le mur d'escalade avait été entièrement nettoyé, il a fait peau neuve. Je voulais préciser que la mairie a participé à hauteur de à peu près 8 000 €. Puisque le tapis de réception a été changé, donc c'est des tapis qui coûtent relativement cher puisqu'ils sont faits sur mesure. Et puis on a participé pour la location d'un nacelle comme ça se faisait chaque année. Enfin, pas chaque année, mais à chaque fois qu'il y avait des modifications de prise plutôt. Tu veux intervenir? Oui. Monsieur Paulny. Donc voilà, une petite lueur d'espoir quand même. On a pu constater lors d'un incendie chez un particulier un grand élan de générosité de la part des Lentillois et une conduite exemplaire de la part d'un employé communal qui a sauté sur des extincteurs, Monsieur Pereira, pour ne pas le citer, qui a sauté sur des extincteurs, qui a cherché à circonscrire l'incendie. Donc voilà, c'est Lentilly, c'est aussi des Lentillois et qui ont un comportement plutôt exemplaire. Voilà. Je crois que sauter sur l'extincteur, c'est une image. Hein. Pardon. Il a sauté pour récupérer l'extincteur, le percuter, essayer d'éteindre l'incendie. Voilà. Sur les bons d'achat pour les aînés, peut-être faire, sachant qu'on fera un bilan un petit peu plus tard, mais peut-être en dire quelques mots. Donc le bon d'achat pour les aînés, il a été distribué à l'ensemble de nos aînés qui étaient inscrits sur les listes électorales parce qu'il fallait bien une méthode d'attribution. Il y a eu quelques loupés qui ont été rattrapés, mais on est de l'ordre, enfin ça se compte sur les doigts d'une seule main. Donc tout ça a été rattrapé. Très bon ressenti là aussi et des têtes blanches qui se sont empressés d'aller dépenser l'argent qui leur était offert par la CCPA, et un très bon ressenti aussi naturellement de la part des commerçants puisque cet argent est injecté directement dans l'économie locale à la hauteur de 14 000 € à peu près. Si, Madame Burkhardt. Oui, je voudrais faire un petit point sur l'utilisation des réseaux sociaux. Pour 2021, j'ai un souhait, c'est qu'en tant qu'élus, nous soyons tous exemplaires. On travaille tous dans l'intérêt général des Lentillois, donc il me semble normal que lorsque l'on a une question, un complément d'information à donner, avant de s'exprimer publiquement, on partage tous ensemble. Nathalie Sorin, maire de Lentilly, s'est toujours engagée à répondre à toutes les questions, à mettre à disposition tous les documents demandés. Le règlement intérieur, d'ailleurs, prévoit de favoriser les échanges entre les élus et l'administration également, qui répond à toutes nos questions. Nous l'avons toujours dit, et je voudrais vraiment que l'on y arrive, c'est d'avoir un climat apaisé à Lentilly. On peut avoir des avis divergents, que l'on soit élu minoritaire ou même majoritaire, cela arrive également. Mais il me paraît important de rappeler qu'un avis divergent ne s'oppose pas forcément, mais peut se compléter. Donc j'appelle publiquement à l'apaisement. Regardons tous ensemble vers l'avenir, dans l'intérêt général de Lentillois. On y gagnera tous et on sortira tous grandis de cette expérience d'élu pendant 6 ans. Merci. Merci. Faisons ce souhait. Voilà. On va continuer donc avec Madame Médina. Juste une question par rapport aux travaux qui vont avoir lieu rue du Joly. Est-ce qu'on sait déjà si ça va impacter le stationnement au niveau des écoles? J'imagine que oui, mais... Ouais. Donc peut-être qu'à des moments, le parking sera en partie fermé, mais donc justement, il y aura une communication là-dessus, il y a des plans, il y a tout un fichier de fait, mais c'est sûr que ça va perturber, puisque c'est vraiment tout autour de l'école. Okay. Donc la communication, elle vise justement à bien préciser suivant les semaines, hein, je crois que c'est à la quels sont les secteurs concernés et quelles sont les modalités
de déviation, d'alternat, de cheminement tout le long de la durée des travaux. D'autres questions ou d'autres remarques? Madame Papot? Désolée de me rabâcher, mais j'ai toujours pas le bilan du restaurant scolaire qu'on m'avait promis. Et voilà, je crois que ça fait 3 fois que je le demande, mais je ne désespère pas. Merci. Monsieur Frachis, voilà, donc on a bien noté votre question, vous inquiétez pas. Je crois qu'il ne voit pas bien ce que vous voulez dire par... Si, d'accord. Juste, effectivement, ça me permet de faire l'occasion de faire un point sur ce rapport. J'en suis à la 7e version. Les tarifs indiqués dans le rapport annuel sont toujours faux. Le bilan financier, on n'arrive à rien y comprendre. Donc, si vous pouvez m'aider à y comprendre, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Et vous pourrez faire le lien entre les différentes versions. Mais à ce jour, pour ma part, je considère que les chiffres ne sont pas suffisamment consolidés pour diffuser ce rapport annuel. Donc ça va venir, j'espère. 2019, hein 2019-2020, sachant qu'on n'a pas eu le rapport annuel 2018-2019, qui n'a jamais été envoyé à la mairie, qui pourtant fait partie des engagements contractuels. Donc, les dossiers ne nous ont pas été envoyés parce que nous les considérons pas suffisamment validés, complets, ou dont une partie de l'information est manquante, ou voilà. Et voilà. Mais si vous souhaitez des dossiers, consulter des dossiers non validés, non complets, il n'y a pas de problématique. Hein. Il nous semblait préférable d'attendre d'avoir des dossiers On nous avait déjà envoyé tout un bilan 2019, mais donc ça ne sert à rien que je les imprime ou autre, du fait que vous nous avez dit qu'il y avait des modifications. Donc du coup, j'attendais les modifications, mais voilà, j'ai l'explication. Donc nous les attendons toujours tous. D'autres remarques ou observations? Non, eh bien, écoutez, merci à tous. Les prochains conseils municipaux donc, se dérouleront le 2 février pour un point important qui est le débat d'orientation budgétaire, et puis une date qui reste à confirmer, soit le 24, soit le 31 mars pour le vote du budget. Je vous souhaite à toutes et à tous. Alors, les questions du public, on en a quelques-unes? Non, nous n'avons pas de questions du public. Je voulais terminer par remercier Michael qui est là et qui assure toute la logistique pour que ce conseil se déroule dans de bonnes conditions. Remercier Madame Chevalier, Monsieur Agnès, et encore une fois renouveler à Monsieur Agnès tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles missions. Ah pardon, on vient de me dire que le prochain conseil municipal, ce n'est pas le 2 février, mais le 3 février, c'est un mercredi. Merci de votre œil attentif. Merci à tous et bonne soirée et portez-vous bien. À très bientôt.